Bonjour à tous et bienvenue dans ce Climat par en live, le premier depuis quelques temps. J'espère qu'il y aura un peu de monde et aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphane. Stéphane, est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi, Rodolphe? Très bien, très bien. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque tu es sur ma chaîne ici? Ouais, Stéphane Debove, chaîne Homo Fabulus, qui est une chaîne qui vulgarise le comportement humain et en particulier en insistant sur les bases biologiques des comportements. Voilà, donc sciences cognitives en général et aussi pas mal biologie de l'évolution, j'essaye. Et Et ouais, le son de Stéphane est hyper bas. Alors attends, c'est moi qui ai mal fait la balance. J'espère qu'il n'aura pas à se répéter. Vas-y, parle un peu, Stéphane. ouais, il faut, n'hésitez pas à nous dire, hein, parce qu'on est dans les problèmes techniques là Normalement, c'est depuis une mieux. demi-heure. Ouais, ouais, j'ai demandé à Stéphane d'arriver une demi-heure à avance pour faire comme d'habitude et régler tout correctement. Et VDO Ninja que j'utilise normalement pour mes invités, ça grésille à mort. Donc on a improvisé un truc en passant par Discord. Donc voilà, c'est possible que les réglages soient un petit peu légers. D'ailleurs Stéphane, si tu peux te décaler un peu sur la gauche, ça évitera d'avoir la moitié de ton visage. Ouais, Là-bas. par là, ouais. Ça évitera de perdre la moitié de ton visage. C'est Ouais, bon? euh, ouais, un poil plus sur la droite, entre les deux, ça serait pas mal. Voilà, c'est parfait. On te voit à nouveau. Je peux monter encore et ça sera mieux. Ben, je vais le remonter un petit coup. Hop, hop, hop. Je peux pas faire beaucoup plus que ça. Après, il faut que je me baisse. Euh, Euh, c'est donc, c'est le son, non? Il voulait monter le son ouais, ouais, encore? le son, le son. Normalement, c'est bon. Donc, sur la technique, on est à peu près bon. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour discuter un peu des deux dernières vidéos qui sont sorties, donc une sur ma chaîne et une sur la chaîne de Stéphane, et que vous avez évidemment vu, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions ou des questions. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Est-ce que tu te rappelles alors il y a deux choses je pense à discuter dans la jeunesse, c'est un peu pourquoi ce format quoi. Ça je pourrais en parler, c'est plus mon problème. Et pourquoi avoir choisi ce sujet? Est-ce que tu te rappelles comment ça a commencé cette histoire? Euh, ouais, en fait, moi, j'en entends. Je me rappelle qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, il y a 3 ans, tu m'avais parlé de ce livre et tu avais été intéressé de savoir ce que j'en pensais. À l'époque, je ne l'avais pas lu. Et je sais qu'ensuite, en recroisant, en discutant avec d'autres chercheurs, le livre est retombé dans la conversation. Donc, je parle du bug humain là, de Sébastien Boller. Parce qu'il a quand même connu un petit succès. Et en plus de ça, il a été repris, comme tu le signales dans notre vidéo, il a été repris dans la BD Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. Donc en fait, c'est des idées qui ont été pas mal, qui ont bénéficié d'une publicité assez importante. Et donc quand on a décidé de faire un truc, une collaboration ensemble, c'était un des premiers sujets qui s'imposait. Je sais pas si ça correspond à tes souvenirs à peu près. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, quand j'avais lu le livre, c'était au moment de sa sortie et j'avais pas mal aimé hein, ce bouquin. Et en plus, j'avais rencontré à l'époque Sébastien Boller à l'occasion d'une formation pour des journalistes où j'intervenais sur la question du climat et lui donnait une conférence et il intervenait également. J'avais pas mal discuté avec lui. Je le trouve vraiment sympa personnellement et je pense que on l'a vu aussi quand on a échangé directement avec lui. Là, on pourra en parler de ça. Et donc effectivement, cette question m'intéressait et comme ça relève de questions de comportement, ça relève plus de ton domaine d'expertise que de la mienne. Et quand on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo entre nos deux chaînes, quelque part, on a pensé assez rapidement à ce sujet. Et pourquoi on voulait faire une vidéo entre les deux chaînes? Alors là, c'est de ma faute. C'est parce que bah moi, j'ai eu une petite fille cet été et je voulais prendre un congé paternité. Et j'avais eu cette idée voilà, de t'inviter sur la chaîne, enfin d'inviter quelqu'un, et tu as eu la chance ou la malchance que ce soit toi. Et, euh, et, et voilà. Et cette idée de t'inviter, d'ailleurs, c'est pas de moi, c'est d'un vidéaste anglais qui s'appelle Simon Clark, qui avait fait ça aussi, qui est un vidéaste qui parle de climat, qui montre des trucs assez sympas. Et c'est pareil, lui, quand il a fait son congé paternité, il avait invité un de ses collègues pour parler de pompe à chaleur, je crois, de mémoire, sur sa chaîne. Donc même cette idée n'est pas originale, mais je trouve que c'est intéressant pour parler du congé paternité, pour avoir des échanges, etc. Donc je t'ai choisi toi, et ce sujet, il est venu assez rapidement, sachant qu'il pourrait y en avoir d'autres, hein, des sujets finalement entre quoi
comportement et climat quelque part, ou comportement et environnement. Ouais, il y en a plein d'autres. En fait, ça m'étonne même que tu n'avais pas déjà une catégorie comportement sur ta chaîne, là, puisque si j'ai bien compris, tu as étraîné ta catégorie comportement avec cette vidéo. Et bah, en fait, c'est ce que disent plein de chercheurs dans ceux que j'ai interviewés, notamment Mathilde pour notre vidéo et aussi Mélusine dans ma vidéo l'an dernier sur ma chaîne. C'est des chercheurs et des chercheuses qui militent vraiment pour ça, pour qu'il y ait plus de sciences du comportement dans tout ce qui est euh, changement climatique, dans les rapports du GIEC, etc. Et le GIEC, je pense qu'ils l'ont bien compris, ou ils commencent à bien le comprendre, puisque comme on l'a vu dans la vidéo sur ta chaîne, ils ont toute une section sur les facteurs comportementaux. Ouais, c'est vrai que bah, sur ma chaîne il manque beaucoup de choses, dont des vidéos là-dessus. Il pourrait y en avoir d'autres, hein. Tu pourras venir abonder cette catégorie parce qu'à quelques parutions par an, ma chaîne grossit lentement en termes de contenu. Et c'est vrai que c'est une question importante. C'est-à-dire. Alors je pense peut-être les sujets qui se rapprochent de ça, c'est ce qu'on a fait avec les collègues sur la taxe carbone. C'est des sujets d'économie, mais ça influence quand même les comportements, et donc ça, on pourrait le mettre dans la catégorie Ouais, comportement, quoi. complètement, ouais. Ouais. Donc là, c'est un peu pourquoi on a choisi ce sujet. Et après, comment ça s'est déroulé notre collaboration? Est-ce que je suis relou? Est-ce que je suis pas relou? Qui a fait quoi comme travail? Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus et puis je compléterai. La question piège. Non, non, franchement, j'ai trouvé que tu étais dans les normes de la relouness. C'était bien. Il en faut un peu, ça montre. En fait, être relou, c'est un peu un synonyme d'être exigeant, donc ça montre aussi que c'est du travail de qualité. Il en faut un peu. Et, euh, et donc, ce qu'on a fait, toi, tu avais lu le livre Le bug humain, mais il y a très longtemps. Moi, je l'avais pas lu, donc je l'ai lu, c'est moi qui l'ai lu et qui en avait la mémoire la plus fraîche. Et j'ai également lu Le Striatum, qui est le dernier livre de Sébastien Boller, qui parle du même sujet, mais où il est un petit peu moins caricatural que dans Le bug humain. Voilà, peut-être même qu'il l'a écrit exprès pour ça, pour essayer d'adoucir un peu le message qu'il avait contribué à propager avec son premier livre. Donc j'ai lu ces deux bouquins. Ensuite, j'ai fait ce que je fais d'habitude. Mon travail d'écriture, c'est que je mets toutes mes idées dans un document et j'essaie de les organiser au maximum. Je lis d'autres trucs autour, bien sûr. Je lis pas, j'ai pas lu que les deux trucs de Sébastien Boller. J'ai lu de la littérature scientifique primaire. Et, euh, et voilà. Et ensuite, je crois que je t'ai envoyé tout ça pour une première relecture. Et rapidement, 2, 3 semaines après, je pense qu'on a envoyé ça à des relecteurs. Je sais pas si tu confirmes, c'était ça le processus. Ouais, ouais, ouais. Et, et on avait regardé, je pense que tu avais regardé aussi des vidéos, notamment des interviews de Sébastien Bollard, notamment son passage Ah sur oui, Sismic et tout. Tu avais regardé aussi des trucs comme ça. D'ailleurs, on le ouais, salue. exact. C'est un des passages les plus intéressants, je pense, celui qu'il a fait sur Sismic. Ouais, je connaissais pas. En fait, ouais, donc j'ai regardé aussi beaucoup comment Sébastien Boller et le bug humain comment ce sujet était traité dans les médias. Donc beaucoup d'interviews qu'il a données sur YouTube. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais les journalistes, ils sont pas du tout compétents pour poser les bonnes questions. Ils y pigent pas grand-chose en changement climatique, ils y pigent pas grand-chose en neurosciences, ce qui est normal, entre guillemets, hein. Bien sûr, ils peuvent pas être des experts sur tous ces sujets. Mais du coup, ce que ça fait, la conséquence, c'est que il y a personne, la plupart du temps, il n'y a personne pour contredire Sébastien Boller et essayer d'apporter des nuances à ses propos. Si ce n'est sur cette interview de la chaîne Sismic que tu mentionnes, où là, j'ai trouvé des questions qui étaient un peu plus pertinentes qu'ailleurs, et où il essayait justement de lui poser des questions qui fâchent, entre guillemets. Hmm. Puisque je crois que Sismic, justement, avant Sébastien Boller, il avait interviewé d'autres chercheurs que je connais aussi, et qui sont, eux, beaucoup plus sceptiques sur la pertinence des neurosciences pour la lutte contre le changement climatique. Donc, Et, ouais, j'avais fait, en plus de la littérature primaire, j'avais fait un gros tour sur YouTube pour voir un peu comment ce message était reçu dans les médias. et pour l'anecdote, j'avais écouté cette vidéo, entre autres, hein, sur Sismic. Et à la fin, Sébastien Boller, je crois que qu'on lui demande voilà, qu'est-ce qu'il voudrait partager comme expérience et tout, et il dit
bah ça serait important pour lui que tout le monde ressente l'amour que tu ressens envers tes enfants, quoi. Et à l'époque, j'étais en mode what the fuck, de quoi il parle? Et depuis, j'en ai fait l'expérience. Donc c'était assez marrant ce passage-là. Donc on a fait nos petites recherches, enfin surtout toi, un petit script, je te dis ce qui me va ou pas, je travaille un peu l'écriture de mes petites interventions, hein, je te laisse tes gros bouts. Et après, on envoie à la relecture. Et donc ça rajoute un peu de délai, hein. Parce que l'idée au début que j'avais eue, c'était de sortir cette vidéo fin août-septembre. Et ça s'est décalé au fil du temps. Et des interactions assez intéressantes avec, je sais pas combien on a eu de relecteurs. On a eu plusieurs chercheurs qui connaissent ces sujets-là. Ouais, avec Mathilde, on en a eu 4 en tout. Ok. Et, euh, de mémoire, c'est à la suggestion de certains relecteurs qu'on a contacté Sébastien Boller. Ouais, en fait, sur le script que j'avais écrit en juillet-août, et j'étais assez, on va dire, sévère envers les idées du bug humain. Et il y a plusieurs relecteurs qui l'ont fait remarquer, qui ont dit tu pourrais atténuer le propos à cet endroit-là, à cet endroit-là, etc. Et, euh, et je crois qu'il y en a un aussi, ouais, qui, notamment, qui a recommandé d'aller contacter Sébastien Boller. Euh, Ce qu'on a fait, voilà, c'était une bonne idée. En fait, on n'y pense pas parce que on se dit que les gens ils vont souvent pas répondre ou je sais pas. Comme c'est une vidéo critique, c'est pas non plus facile de contacter quelqu'un et lui dire tiens, on pense que ce que tu as fait, c'est pas terrible. Est-ce que tu veux bien nous donner ton avis? D'ailleurs, toi, Rodolphe, tu auras peut-être d'autres expériences à raconter à ce sujet. Mais en gros, là, ça s'est bien fait, quoi. On a fini par le contacter. Et tout de suite, en fait, il nous a répondu, faut le signaler, hein, il nous a répondu très vite. On lui a envoyé une première version du script. Et il nous a répondu, je crois, dans l'après-midi, avec plein de commentaires assez argumentés sur sa position. Donc, ça s'est relativement bien passé. Ouais, ça s'est bien passé alors qu'il avait face à lui un script qui était un peu plus offensif que l'actuel. Il aurait pu prendre la Mm. mouche mais enfin, il s'est vraiment posé dans une construction, dans une tentative ouais, de co-construction, quoi, d'essayer de défendre certains trucs, de nous réorienter, de discuter certains points, et je pense il l'a fait correctement. Ouais, Mm. c'est pas toujours évident ce genre d'échange. Moi, j'ai eu des tentatives moins fructueuses, on va dire, parce que c'est des choses que j'ai déjà essayées et on n'arrive pas à discuter avec tout le monde. Je sais pas si c'est une question de formation ou de caractère, mais ce qu'on a réussi à faire ici avec Sébastien Bolla, on n'y arrive pas avec tout le monde et ça lui doit beaucoup, hein. Enfin, faut le saluer pour ça, hein, clairement. Euh, Merci pour le sub, Harris MJZ. Donc ça c'était cool. Et après, il y a eu plusieurs échanges avec Sébastien Boller et on a eu cette idée de l'interviewer. Sachant que toi, tu avais déjà interviewé aussi une chercheuse sur le sujet. Ouais, le but de la vidéo, dès le départ, en fait, j'avais envie d'interviewer une chercheuse du domaine, donc Mathilde Mus, qui est chercheuse, un docteur en psychologie environnementale. Et je voulais au moins montrer que tout ce qu'on racontait dans la vidéo, c'était pas juste mon avis personnel, et qu'il y avait vraiment, alors beaucoup, c'est dur à dire, mais qu'il y avait en tout cas d'autres chercheurs qui pensaient la même chose que moi. Et moi, je pense que c'est beaucoup d'autres chercheurs, vraiment, parce que en fait, je les ai fréquentés, ces milieux, hein. J'ai fait ma thèse dans des laboratoires où je sais que les gens sont euh, vraiment pas très convaincus par ce message que les neurosciences sont pertinentes pour la lutte contre le changement climatique. Donc, je savais qu'il y en avait beaucoup, entre guillemets, ça reste à calculer. Et donc, je voulais faire intervenir à l'écran un vrai chercheur ou une vraie chercheuse pour montrer que c'était pas juste mon avis et ton avis auquel tu t'es rangé ensuite. Voilà, en plus qu'elle puisse apporter son expertise sur d'autres points de vue. Par exemple, il y avait un des gros angles morts sur lequel on n'a pas encore de réponse précise, c'est est-ce que quand on dit que notre cerveau nous pousse à faire quelque chose, est-ce que ça a plutôt tendance à nous déresponsabiliser, qui est une des critiques qu'on adresse très souvent au livre de Sébastien Boller, ou est-ce qu'au contraire, ça a tendance à nous faire nous rebeller contre notre cerveau? Il y a les deux choses qui sont possibles. Quand on apprend que notre cerveau, il nous pousse à faire certains trucs, soit on peut dire, bon, bah, tant pis, ça sert plus à rien de se battre, soit on peut dire, ah bah si, au contraire, je vais essayer de me rebeller encore plus parce que je suis pas d'accord que mon cerveau, il me pousse à faire des choses. Et donc ça, c'est une question que je voulais poser à Mathilde. Et donc elle m'a fourni des méta-analyses
qui ont étudié cette question, mais les méta-analyses sont pas non plus, je les ai lues, elles sont pas non plus extrêmement concluantes. Ça va, il y a des études qui vont un peu dans tous les sens. Voilà, donc c'est encore un point sur lequel je pense que plus de recherche est nécessaire et un point qui est au centre des débats. En fait, il y a plein de gens qui vont reprocher aux bugs humains d'être déresponsabilisants, mais basé sur quoi? Basé juste sur le doigt mouillé, quoi. Il faudrait vraiment faire plus de recherches sur ces sujets-là pour savoir à quoi s'en tenir. Ok. Et donc après on a interviewé Sébastien Boller, l'interview était assez cool, d'ailleurs on peut la retrouver en entier sur ta chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse, de voir Mm. comment on a pu interagir avec lui. Il s'est prêté au jeu et après on lui a aussi envoyé la version où tu avais intégré l'interview. Et même là il nous a fait des retours qu'on a essayé d'intégrer. Donc il y a eu plusieurs rounds comme ça. Euh, Ah, il nous a fait même plus de retours que ce qu'on lui demandait, donc c'est pas mal, ouais. alors Scolopax 25 dit j'ai trouvé votre format très intéressant et c'est chouette d'avoir un débat sain sans agressivité. Ouais, bah si c'est possible, on peut continuer comme ça. Par contre, c'est vrai que ça rajoute du temps hein, d'échanger. Alors ça rajoute à la fois du temps parce que ça demande un peu de temps et puis ça rajoute aussi beaucoup de délai quoi. Parce que faut envoyer, faut attendre les réponses, faut les intégrer, faut renvoyer et donc ça a décalé pas mal la vidéo. Mm. Hubert de la Batte demande quel est votre degré de confiance mutuelle, à quel point chacun a vérifié toutes les informations qu'amenait l'autre. Bah là c'est surtout Stéphane qui a amené les informations et moi je lui ai fait confiance dans le sens où j'ai pas été lire les études, mais bon, j'ai un peu triché parce que il y avait relecture par des experts. Donc finalement, je lui fais confiance aussi parce que je vois que c'est validé par des tiers. Ouais, c'est ça le truc. Même moi, moi j'ai un master en sciences cognitives et spécialité neurosciences qui me permet de comprendre des sujets. Mais même moi, après, je fais toujours vérifier tout ce que je raconte par des experts qui, eux, travaillent vraiment sur le sujet du changement climatique. À une nuance près, c'est que j'aurais bien aimé trouver des chercheurs en neurosciences. Là, j'ai surtout trouvé des relecteurs dans le domaine de la psychologie. Alors, il y en a qui sont assez proches des neurosciences, mais j'aurais bien aimé trouver des neuroscientifiques ou même des neurobiologistes purs et durs qui étudient, tu vois, les neurones, les neurotransmetteurs, ces conneries-là, pour voilà, pour qu'ils donnent leur avis. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, Rodolphe, dans le script qu'on a envoyé à nos relecteurs, j'avais mis un commentaire à un endroit qui disait euh, si jamais vous connaissez des neuroscientifiques qui, eux, sont plutôt positifs envers cette thèse que les neurosciences vont nous permettre d'avancer dans la lutte contre le changement climatique, donnez-les-moi. Et j'ai eu aucun retour à cette question. Donc voilà, je ne sais pas si c'est parce que ça n'existe Hmm. pas, donc il y en a très peu des neuroscientifiques qui souscrivent à ces thèses, ou si c'est juste parce qu'ils n'avaient pas envie de balancer des noms ou qu'ils ne les connaissent pas. Mais voilà, j'aurais bien aimé trouver un relecteur du côté neurosciences, ce que j'ai pas trouvé. Ouais. Et après, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est rappeler très rapidement ce qu'on raconte dans la vidéo. Je sais pas si c'est utile de faire un résumé. Est-ce qu'on arrivera à résumer ça très vite? T'arriveras à résumer très vite? Avant de venir sur nos Euh, points de désaccord de... Ouais, c'est une vidéo qui est assez dense, hein, assez touffue. En fait, il y a plusieurs idées différentes. Il y a d'une part la question scientifique, en fait. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a des zones dans notre cerveau qui nous poussent à certains comportements anti-écologiques? Donc, ça, on va dire que c'est entre guillemets une question purement scientifique. Et si oui, quelles sont ces zones, combien il en existe, etc. C'est une question sur laquelle on ne s'est pas attardé, ou en tout cas, j'avais pas envie de trop m'attarder parce que je pense que la réponse est, est oui, en fait, et il y a très peu de chercheurs qui vont remettre ça en question, qu'on a des zones du cerveau qui peuvent nous pousser à certains comportements néfastes. Après, on peut toujours discuter des détails. On peut toujours dire que dans le bug humain, par exemple, il s'est trop attardé sur le striatum et qu'il ne s'est pas assez attardé sur d'autres zones qui interviennent dans la prise de décision. Oui, on peut toujours dire que, enfin, on peut toujours pinailler sur le nombre des zones, sur leur localisation, mais je trouve pas que ce soit un débat hyper intéressant. Euh, Moi, on a préféré s'attarder sur le fait que même s'il existe des zones qui nous poussent à des comportements anti-écologiques, en fait, ces zones, elles sont sous le contrôle d'autres. Ça, faut vraiment pas oublier de le mentionner. Hmm. Par exemple, dans le bug humain, il le mentionne, mais il le mentionne très tardivement. Il fait comme si c'était un point pas très important, quoi. Ça concerne vraiment pas une grosse partie de son livre.
Et il mentionne aussi quasiment pas, il le fait un tout petit peu, mais en une phrase, le fait qu'on ait des zones du cerveau qui sont aussi beaucoup plus optimistes dans le sens où elles vont nous pousser à des comportements coopératifs, où elles vont nous pousser, comme tu le disais tout à l'heure, à prendre soin de nos enfants. Et donc, si on se base sur une analyse du cerveau comme ça, purement en termes de quelles zones font quoi, rien que ça, si on mentionne pas le fait qu'il existe des zones qui sont aussi euh, potentiellement bonnes pour la lutte contre le changement climatique, on fait une espèce de mensonge par omission, quoi. Enfin, c'est peut-être un grand mot, Hmm. mais on ne présente pas l'intégralité de la situation. Ouais, là-dessus, c'est un peu ce qu'on dit en vidéo, c'est que en partant de ces zones-là, on pourrait avoir l'argument inverse qui est que notre cerveau va nous pousser à résoudre les problèmes, quoi. Ouais, ouais, Donc faut, complètement. faut avoir les deux en tête. Donc ça, c'est voilà, c'était une première partie de la vidéo, c'est sur les aspects purement scientifiques. Qu'est-ce qu'on présente de notre cerveau? Et donc, bien sûr, il y a un problème de cadre. Pourquoi est-ce qu'on mettrait le cadre, comme le fait Sébastien Boller, beaucoup sur le striatum et pourquoi on ne mettrait pas le cadre beaucoup plus sur le cortex préfrontal? Donc ça, il a rectifié un peu le tir avec son deuxième livre, Striatum. Dans ce deuxième livre, il est un peu mieux de ce point de vue-là. Et après, il y a une deuxième grosse question, c'est une fois qu'on est d'accord sur l'existence de zones qui nous poussent potentiellement à faire des trucs néfastes pour la planète, qu'est-ce qu'on fait de cette information d'un point de vue politique? Est-ce que Mhm. le fait de savoir ça, ça va nous aider à changer, par exemple? Qu'est-ce que Mhm. les neurosciences vont nous apporter concrètement dans la lutte contre le changement climatique? Et là, une fois de plus, c'est un des points, je pense, un des gros points de désaccord qui nous reste avec Sébastien Boller. Nous, on pense que les neurosciences vont plutôt nous servir à pas grand-chose, à vraiment être très marginal. Comme il le mentionne lui-même, on peut penser qu'un jour, on stimule des zones du cerveau pour les inhiber et faire en sorte qu'on consomme moins, mais ça reste vraiment de la science-fiction. Et lui, il a l'air de penser quand même que les neurosciences pourraient être utiles. Ouais, alors c'est vrai que à mon avis c'est le plus gros point de désaccord qu'on a avec Sébastien Boller et puis l'autre c'est un peu sur la lecture ou la perception de son livre, mais le plus gros point de désaccord c'est sur l'utilité des neurosciences pour la lutte contre le changement climatique ou comprendre comment changer les comportements quoi. Ça, c'est vraiment le gros point de désaccord et c'est vrai que les neurosciences par exemple on n'en parle pas beaucoup dans les rapports du GIEC parce que c'est pas forcément le niveau pertinent. Après il avait plusieurs arguments. Euh, L'argument que tu as déjà évoqué avant et qui est intéressant, je pense, de se dire, ok, mais ça permet de prendre conscience de certains comportements et d'essayer de lutter contre. Et donc là-dessus, la littérature est pas claire, mais on peut l'entendre. Et j'ai regardé dans les commentaires sous ta vidéo, il y a quand même plusieurs personnes qui disent ça aussi, que pour eux, Ouais. ça a permis voilà, de prendre conscience de ces comportements-là et de se concentrer dessus et de lutter contre, quoi. C'est une forme de... Ça met le focus sur des actions problématiques. Ça, Mm. c'est un premier argument. Et un second qu'on évoque aussi un petit peu, je pense, c'est une question de à quel point ça peut permettre de légitimer ou de valider d'autres approches scientifiques, quoi, une forme de complément. Et là, c'est pas forcément un argument juste dans le fait que, dans le sens où c'est peut-être qu'on a des biais envers les approches de sociologie, économie, psychologie. Mais on peut constater que quand on rajoute une couche de neurosciences, souvent ça rend ces résultats plus acceptables par certains, quoi. Ouais, c'est ça. Comme il le reconnaît lui-même, il y a un effet neurosciences qui est connu depuis au moins 20 ans en sciences cognitives, qui est que et il a l'air d'être validé. J'ai vérifié si c'était pas juste un de ces autres résultats qui réplique pas en psychologie, mais je suis tombé sur une méta-analyse qui a l'air de dire, alors je sais plus c'est quoi exactement, je crois pas que c'est mettre une image de cerveau, mais c'est plutôt mettre du vocabulaire de neurosciences dans un article qui va faire que les gens vont être plutôt plus confiants. Enfin, il y a des nuances comme ça sur exactement quels sont les stimuli qui vont faire que les gens vont être plus confiants dans un article, mais il y a un effet neurosciences qui semble exister. Euh, Voilà, que non seulement on accorde plus de confiance, mais on trouve ça plus fascinant. Alors qu'au fond, ce que dit Sébastien Boller, c'est un truc que les sciences sociales traditionnelles, la psychologie et la sociologie, elles disent depuis des années, hein, si ce n'est des dizaines d'années. Ouais, Hein, alors je ouais, t'interromps vas-y. 2 secondes. On a eu un petit raid là, donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ici, on va parler de neurosciences, de comportement, de climat par rapport à 2 vidéos qu'on a sorties sur nos chaînes respectives. D'ailleurs, je les ai pas mis, mais à mon avis, la commande sur le chat, elle peut fonctionner. Ah non, au moins pour aller vers nos chaînes. Est-ce que ça fonctionne encore ça? Yes, vous avez la chaîne d'Homo Fabulus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous.
Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi accéder au Discord qui me sert un peu de coulisses, notamment pour organiser les lives, mais sur lesquels il y a des discussions assez pointues sur les sujets environnementaux. Et, et voilà, donc asseyez-vous et profitez. Après, j'aimerais bien juste revenir vite fait sur quelques réactions. Ah oui, Hubert Delabatte, quand il demandait quel est le degré de confiance mutuelle, même si j'ai pas été lire les études, je vérifiais quand même la logique du script. Je regardais un peu les échanges avec les autres chercheurs. Et puis, il y a plusieurs fois, je pense, où je te demandais des justifications aussi, notamment quand tu disais certains disent ça, certains pensent ça, on peut trouver que voilà, de qui on parle. Et quand ça relève d'une opinion, de vraiment le labelliser comme ça. Et c'est pour ça que dans la seconde partie, il y a une partie qui est plus label comme notre opinion, il faut faire attention à certaines dérives. On a essayé vraiment de séparer ça du reste. Tout Euh, à fait. Après, il y avait un commentaire pour moi pour me remercier de la vidéo sur le rapport de RTE. Ben, de rien, il est là pour ça. Et Hubert Delabatte nous dit sur l'effet neurosciences, ça me fait penser à la dernière vidéo de Foloscopie qui dit entre autres que les articles de médecine ou de psychologie incluant de la neuroscience ont beaucoup plus d'impact. J'ai pas vu la Moi, je vidéo, l'ai je sais pas pas vu. si tu l'as vu. Non. Non, je l'ai pas vu, mais c'est très probablement au même effet qui fait référence. Ouais, il y a cet effet-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a aussi un effet que moi je trouve un peu bizarre, hein, que je mentionne à la fin de ma deuxième vidéo, qui est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens, euh, ils ont pas vraiment réfléchi au fait que quand ils prennent des décisions, n'importe quelle décision, il y a toujours des zones du cerveau qui sont impliquées derrière. Tu vois, je sais pas si c'est un reste de pensée dualiste ou quoi, mais on a tellement cette idée que on prend des décisions de façon complètement indépendante, de façon presque non matérielle, que dès que quelqu'un arrive avec une étude de neurosciences et nous dit, tiens, il y a cette zone du cerveau-là qui est impliquée dans cette prise de décision, et, et ben, il y a beaucoup de gens qui sont fascinés, tu vois, ils tombent un peu de leur chaise. Et ouais, je sais Donc, pas si toi tu ressens ça encore un peu. ouais. Moi, je pense qu'avec ma formation, c'est un effet que je ressens quasiment plus, mais pour beaucoup de gens qui sont pas familiers des études de neurosciences, ça a dû jouer encore pas mal. Ah, mais là, on est profondément biaisé. Déjà, on a une éducation assez poussée et en plus, on passe notre temps à réfléchir. Tout le monde n'a pas autant de temps à dépenser là-dedans, quoi. Enfin, je peux comprendre que ça soit surprenant. Et après, tu es en train de dire que si je passe ma journée à scroller sur Twitter au lieu de travailler, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon cerveau, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu fais, c'est la faute de ton cerveau. Je vais écrire un livre dessus, tiens. Et oui, parce qu'en fait, là, on parle de climat, mais je le mentionne aussi dans la même vidéo. On pourrait faire exactement le même livre que Sébastien Boller a fait, mais sur le sujet je sais pas, du sommeil, sur le sujet de la bouffe. Tu pourrais faire le même sujet décliné à l'infini. Notre cerveau nous pousse à, notre cerveau nous pousse à. On peut faire ça dans tous les domaines, en fait. C'est pour ça que je dis en début de la vidéo sur ta chaîne que c'est trivial dans un sens. C'est pas censé nous étonner cette information que notre cerveau nous pousse à, parce que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et donc, on l'a dit, une des réponses à tous ces discours, de manière générale, de notre cerveau qui nous pousse à des choses qui ne sont pas désirables, c'est de dire qu'il y a plusieurs zones, etc. Mais il y a aussi un autre aspect qui est de dire que le comportement, c'est à la fois notre cerveau, mais c'est aussi notre environnement. C'est toujours une interaction entre les deux. Et ça, c'est un point qui est important. Et là, pour le coup, il y a une importance politique là-dedans, parce que ça veut dire que ces comportements, on peut les faire évoluer en faisant évoluer l'environnement. Alors, c'est pas toujours trivial de le faire. On ne dit pas que on peut formater facilement tout le monde ou que ce soit souhaitable, mais en tout cas, faut pas croire non plus que notre cerveau tout seul produit des comportements, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le dernier grand reproche, je pense, qui est adressé aux gens qui n'aiment pas le bug humain, c'est que en insistant trop sur le cerveau, ça insiste pas assez sur tout ce qui est culture, politique, etc. Qui sont pour le coup là vraiment des vrais leviers d'action qui permettent de changer les comportements. Parce que comme on l'a fait remarquer à Sébastien dans notre interview, toutes les solutions qu'il cite à la fin de son livre pour essayer de s'opposer à son striatum, c'est des solutions qui sont plutôt culturelles, enfin qui ne doivent rien aux neurosciences en tout cas. Mm. Il parle d'éduquer à l'altruisme, il parle de faire de la pleine conscience, de la méditation, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des vraies solutions qui marchent, tandis que les solutions basées sur les neurosciences, c'est vraiment de la science-fiction à l'heure actuelle. Donc il est d'accord avec nous, hein, puisqu'il nous l'a dit dans l'interview, il est d'accord que selon lui, le message central de son livre, c'est ça, c'est que
il faut arriver à s'opposer à notre cerveau en mettant en place certaines politiques, certains systèmes économiques, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel il insiste beaucoup dans son livre. Ouais, alors là-dessus, deux réactions déjà, c'est de la science-fiction, et je pense qu'il y a un film qui rend bien ça, c'est Equilibrium, c'est un film où ils prennent tous une pilule pour supprimer les sentiments, et du coup, vu qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, etc. C'est un film que j'ai regardé quand j'étais au lycée qui m'avait assez marqué, et il y a quelqu'un qui l'a relevé en commentaire que ça faisait penser au scénario de ce film. Donc moi je trouve que c'est un film qui a pas trop mal vieilli si vous avez l'occasion de le voir. Equilibrium, c'est pas trop mal. On Et aurait pu le regarder ensemble, hein, plutôt que de faire un live à discuter. on aurait pu regarder Equilibrium, il y a des belles scènes dedans. Decadrak me demande qui est l'invité, je pense. T'as sa chaîne ici, et c'est Stéphane Debove, pardon, de la chaîne Homo Fabulus. Une chaîne qui est pas très transparente d'ailleurs, Homo Fabulus. Pourquoi ce nom? Ah, le salaud. Ouais, non, comme beaucoup de youtubeurs, en fait, j'ai pas réfléchi des plombes au nom de ma chaîne et je le regrette un peu au final. Ça faisait Après, pas le mal de réveilleur, c'est pas youtubeurs. ouf non plus, hein. Ouais, ben, écoute, c'est comme ça, hein, et on n'est pas les deux seuls. En fait, quasiment, Maxime aussi, qu'on connaît tous les deux, il- on en discutait récemment, il n'est pas non plus super satisfait du nom de sa chaîne. Bref, Mais au bout d'un c'est dur moment, de trouver on Mais devient ouais, un mais c'est nom dur. commun, tu vois. On comprend, on n'entend plus Homo Fabulus comme Homo Fabulus, tu le personnifies. Ouais, non, mais c'est. Du coup, Homo Fabulus, ça évoque pas grand-chose. C'est pas facile à retenir. Les gens, des fois, ils prononcent Homo Fabius, comme si c'était Laurent Fabius qui s'était mis en vulgarisation scientifique. Bref, c'est peut-être que je profiterai du fait que ma chaîne soit encore assez petite pour changer ce nom dans un futur proche. Ah oui, c'est Mais vrai, on n'a pas parlé de ça. T'as combien maintenant? 4000, 5000 abonnés par là? un un peu plus que ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dans le chat, si vous avez des idées pour une super chaîne qui parlerait de comportement humain et de comportement humain vu par les approches plutôt des sciences cognitives et de la biologie, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, Bon, vous pouvez proposer des noms de chaînes dans le chat, ça fera plaisir ouais, À Homo Fabius. je les lis. Je peux pas écrire dans le chat là, je suis pas connecté, mais je peux lire ce que vous mettez. Nayesh demandait combien d'heures de travail au total de chacun sur ces deux vidéos. Moi, beaucoup. Je pense que c'est une vidéo qui arrive dans la moyenne haute de mon temps de travail. Alors, c'est toujours dur d'estimer parce qu'on fait pas ça en 24 heures sur 24. Enfin, on mène plusieurs projets en même temps, mais je sais pas, je dirais à temps plein, parce qu'en plus, il y a eu toute la lecture des livres et la lecture des articles. Je sais pas, un mois et demi peut-être, si j'avais fait ça à temps plein. C'est des heures. Moi, franchement, je saurais pas dire. En plus, ça a été étalé sur assez longtemps. Ouais. Et puis il y a ce truc, quand t'es deux, au final, je trouve que ça rajoute pas mal de temps, parce que t'es toujours à relire ce que fait l'autre, à valider, à échanger, à être sûr. Hmm. Et ça rajoute pas mal de temps. Je saurais pas dire clairement moins que toi, mais je saurais pas dire. Si, Euh, bah, non, mais en fait, après, une fois que la première version du script a été écrit, on a tous les deux contribué à part égale. Je pense c'est juste la première partie de ouais, lecture c'est et vrai. d'écriture où j'étais. Ouais. Et il y a des petits où bouts que j'ai- j'ai écrits, je sais pas, peut-être les parties un peu sur le GIEC et tout, c'est moi qui ai lu un peu de ce côté-là. Mais à part ça, c'est surtout toi. Harris MGZ dit, ayant fait ma thèse en grande partie sur la question des leviers de communication pour inciter à l'action environnementale, je peux assurer que la variable qui fonctionne le mieux pour prédire les attentions à agir, c'est la perception d'auto-efficacité des actions individuelles et collectives. Donc ça veut dire la meilleure variable, c'est à quel point la mesure sera perçue comme efficace. C'est ça? La confiance ou la méfiance dans les décideurs et l'iniquité perçue dans les actions tronquent le plus les liens. Donc il faut que ça soit perçu comme efficace, euh, équitable et avoir confiance dans les gens qui implémentent ça. Putain, on est mal barré avec les politiques qu'on a. Qui est le sujet d'ailleurs de la vidéo qu'on cite en fin de vidéo là, que j'ai tournée avec une autre chercheuse qui s'appelle Mélusine Boonfaller, qui était exactement là-dessus, sur l'importance de l'équité dans les politiques publiques.
Comme nom de Et chaîne, ChatGPT te propose Neuroscope. c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ah oui, Euh, je rajoute un critère en plus, il faudrait que ça sonne bien en anglais. Voilà, il faut que ça sonne bien à la fois en français et en anglais. Vas-y, prononce Neuroscope en anglais pour moi. Bon, ben là, Neuroscope, C'est pas si ça mal. passerait, je pense. C'est pas si mal. Ouais, 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 c'est bien, c'est deux mots anglais, donc Et je voulais rajouter un truc. Ah oui, je pense que sur cette question d'évolution des comportements, un des bons trucs que tu as fait dans le premier script, c'est l'exemple du tabac, là, en expliquant que voilà, c'est pas parce que effectivement, le tabac, il y a une forme d'addiction hein, qui est quand même un moteur physique assez fort, et après ton cerveau te pousse à fumer, hein. Les fumeurs, ils ont quand même du mal à en sortir de ça. Et on mm, s'est pas arrêté là, on s'est pas dit le cerveau pousse à fumer, donc on va rien faire. On a essayé de mettre en place différents leviers pour réduire la consommation de tabac, interdiction dans les lieux publics, augmentation du coût, campagne de prévention pour expliquer que c'est quand même pas incroyable. Pour autant, il y a quand même encore beaucoup de fumeurs en France. Je suis tombé sur des stats l'autre jour. Je sais plus, je crois que c'est un quart des adultes qui fument. Ça m'a paru ahurissant. ouais, je pense qu'on fréquente pas les bons milieux. Parce que clairement, autour de Ouais, moi, c'est pas ça. Et c'est vrai que dans l'article, il disait que c'était souvent des personnes avec moins d'éducation et ou des emplois moins qualifiés et parmi les chômeurs, etc. Donc en plus, ce sont des personnes qui ont moins de revenus et c'est un poids financier en plus d'être un poids sanitaire, etc. Mais ouais, j'étais vraiment étonné que ça soit encore un quart. Et dans les t'es trop commentaires, élitiste, Rodolphe, tu fréquentes pas les bons milieux. bah c'est. Alors j'en vois par exemple quand j'ai des repas de famille parce que j'ai une famille qui est assez grande. Mais c'est vrai que même dans mon milieu, en école d'ingénieur, il y avait assez peu de fumeurs. On était quand même très loin du quart, quoi. Et ton Bref, sale bourgeois. mais toujours est-il que dans les commentaires, il y a des gens qui ont bondi un peu sur ces questions-là et qui disent voilà, pourquoi on va pas plus loin dans notre vidéo et on propose pas des changements plus radicaux. Et par exemple, dans le cas du tabac, pourquoi pas simplement interdire les cigarettes, quoi. Tu vois. Pourquoi on peut Ouais. pas aller jusque-là? Peut-être qu'on devrait en vrai. Euh, ouais, 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 bien sûr, c'est toujours ce fameux débat entre liberté individuelle et contraintes ou restrictions au niveau collectif. C'est un débat qui n'est pas facile et qu'il faut avoir tous ensemble. Mais en tout cas, oui, le message, c'était que la cigarette, et n'importe quelle drogue, entre guillemets, hein, on peut même considérer la bouffe, on peut même mettre la bouffe dans la même catégorie. Ben, c'est un bon exemple de cas où on est déjà confronté à notre cerveau qui nous pousse à faire quelque chose, et pour autant, non seulement on n'a pas baissé les bras, mais en plus, on n'a pas fait appel aux neurosciences pour savoir comment on allait s'en sortir. Hmm. Alors, c'est vrai qu'on le fait un peu. Sébastien Bollard a fait remarquer qu'il y a certaines thérapies où on va stimuler le cerveau de gros fumeurs pour les aider à arrêter de fumer. On fait ça dans les cas les plus graves. Mais, Ça, c'est assez ouf quand même. La ouais, neuroscience permet de médicaliser directement le problème, quoi. On peut ouais. agir directement sur le mécanisme du cerveau qui pousse les fumeurs à fumer, quoi. Voilà, c'est ça, on le fait dans des cas particuliers, mais on n'a pas besoin de ça, quoi. On a tout un arsenal de solutions qui ne reposent pas sur les neurosciences et qui sont déjà en partie efficaces, puisqu'on a réussi à diminuer le tabagisme, même si, comme tu le faisais remarquer, ça, on n'est pas arrivé non plus à zéro. Avec des pays qui arrivent mieux que d'autres, hein. Je sais pas où on en est par rapport aux autres, mais. Escolopax 25 dit ouais, pas d'interdiction parce que risque de réactance et tout. Et donc là, évidemment, ça devient une question politique. Mais après, aux commentaires qui nous disent on aurait pu aller plus loin, parler d'interdiction, et même dans le cas du climat, tu vois, parler de politique plus forte, hein. On pourrait imaginer aller d'ailleurs jusqu'à l'interdiction. Bah, on aura à terme l'interdiction de la vente des voitures thermiques. Je pense que ça, c'est acté Hmm. pour 2035. Mais peut-être qu'un jour, on aura interdiction d'utiliser des ressources fossiles. C'est pas impossible de penser à ça politiquement. Et je pense que même des mesures aussi drastiques, ça s'inscrit dans, dans ce qu'on raconte dans la vidéo. Finalement, c'est une modification de l'environnement qui influe sur les comportements. Si c'est interdit de fumer, il y aura clairement beaucoup moins de fumeurs. Donc je pense que même ces mesures très fortes, elles s'inscrivent dans la logique de nos vidéos. C'est juste qu'on n'est pas allé jusque-là parce que bah, on aurait pu hein, expliquer que ça fait partie des mesures qu'on pourrait considérer. Mais aujourd'hui, réfléchir à par exemple l'interdiction des ressources fossiles dans nos sociétés qui reposent quand même beaucoup dessus, politiquement, ça serait extrêmement difficile. Ça serait équivalent quasiment à un effondrement, hein, vu l'importance de ces ressources fossiles dans l'économie et dans notre vie de tous les jours. Si on arrive à réduire leur place, peut-être que c'est des discussions qu'on aura à terme, quoi. Et donc ça, Ouais, 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 j'ai eu complètement. quelques commentaires là-dessus sur la chaîne.
Ah oui, non, mais après, là, les vidéos parlaient pas du tout des. Enfin, elles ont juste évoqué les solutions, mais après, le point important, c'est que les neurosciences, elles nous orientent pas vers une solution, vers une autre. Donc, si on veut mettre en place des interdictions fortes, on peut le faire. Et un des trucs d'ailleurs que je dis à la fin de la vidéo sur ma chaîne, c'est que justement, les neurosciences, ça peut justifier de vouloir taper du poing très fort sur la table en disant, ah bah tiens, les neurosciences ont montré que notre cerveau nous pousse à consommer toujours plus. Du coup, il faut mettre tout de suite en place des lois répressives très fortes pour empêcher les gens de Hmm. consommer. Donc on pourrait très bien imaginer que les neurosciences, ça joue dans ce sens-là, plutôt que dans le sens du laxisme et de la déresponsabilisation. Et, euh, et là-dessus, ouais, N'Golo dit, je pense que dans certaines situations, l'interdiction n'est pas forcément la meilleure façon pour limiter la consommation. Donc là, ça serait une vraie question d'efficacité, de politique publique. Ça serait des études politiques ou économiques de voir quelles sont les mesures les plus efficaces pour réduire effectivement la consommation. Ce serait déjà pas Complètement, ouais. mal de travailler sur la publicité qui rend enviable le fait d'avoir un SUV de 2 tonnes. Donc là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais dans cette modification de l'environnement qui influerait sur les comportements, il pourrait y avoir des régulations ou l'interdiction de la publicité ou de certaines publicités. Si la publicité Complètement. existe aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'elle influe sur les comportements. Donc à l'inverse, ça serait logique. Ouais, ouais, complètement. Comme on l'a fait pour la cigarette et pour l'alcool, on n'a plus le droit de faire de la pub ou de montrer ça à la télé. On pourrait très bien imaginer que qu'il y ait le même genre de comportement de SUV ou de voyage en avion pour lequel on n'ait plus le droit de faire de la pub à la télé. Ça me paraît pas du tout. Avant même d'aller au niveau des interdictions de voyager en avion, par exemple, je pense qu'on y viendra un jour, mais avant même d'en arriver là, euh, on pourrait interdire de faire de la pub déjà pour certains comportements. Attends, il y en a qui spamment le chat, c'est un peu relou. Est-ce que vous pouvez Ouais. arrêter de spammer? Sinon je vous kick. Expliquez-nous qui est ce Philippe au moins. On se calme les enfants. Sinon, il faut que je retrouve comment kick. Ou Je alors vois c'est qu'il le me nom saoule. qu'il propose, c'est le nom qu'il propose pour ma chaîne peut-être, pour Mais ma ça chaîne commence YouTube. à faire beaucoup de Philippe, quoi. Ouais, ce serait facile à retenir au moins. Le concierge. Ok. Euh, Après, j'ai eu quelques commentaires. Attends, je vais les bloquer, il me saoule. J'ai eu quelques commentaires qui disaient aussi que. Est-ce que tu vois passer par les neurosciences, expliquer comment ça influe le comportement et tout, ça individualise pas la question. Tu vois, plutôt que réfléchir au niveau du système, tu reposes le problème sur le comportement des individus. Tu vois, c'est plus les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, c'est le cerveau le problème et on en a tous un. Ouais, Putain, ouais. je sais pas qui que des gens en vrai. Moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'on a un peu un. Je l'ai suggéré d'ailleurs à Sébastien Boller quand on a fait notre entretien, qu'on a un peu une attention qui n'est pas infinie et qu'on a un temps de vie qui n'est pas infini et que du coup, si tu portes l'attention sur les problèmes individuels et les solutions individuelles, forcément, il y aura moins d'attention sur les problèmes collectifs et les solutions collectives. Donc, pour le dire de façon concrète, si tu dis aux gens, faites de la méditation, faites de la pleine conscience parce que ça va aider à contrôler votre striatum, ils auront, ils auront moins de temps à consacrer à l'idée que plutôt qu'en fasse de la méditation, on interdise par exemple justement les voyages en avion ou on interdise les sacs en plastique dans les supermarchés, etc. Euh, Intuitivement, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça joue. Maintenant, il faudrait quand même des données empiriques. C'est pareil, je pense que c'est une question sur laquelle c'est beaucoup du doigt mouillé et on manque de données empiriques pour savoir si vraiment il y a ce compromis entre les deux. Euh, Et voilà, et après, il y a une question d'efficacité. Est-ce que, je crois qu'on en avait discuté et que toi, tu étais plutôt, pensais plutôt que d'un point de vue efficacité, les solutions collectives, elles seront toujours largement, largement supérieures, plus efficaces que les solutions individuelles. Que c'est beaucoup mieux d'interdire à large échelle les sacs en plastique, par exemple, plutôt que d'apprendre
à tout un chacun de ne pas utiliser de sac en plastique quand il va au supermarché. Ah oui, oui, en fait, je pense qu'il y a personne qui imagine qu'on résout ces problèmes environnementaux en convaincant tout le monde de faire des efforts ou d'arrêter d'utiliser des sacs en plastique, quoi. Quand on regarde ce que propose le GIEC, il y a des leviers qui relèveraient de l'économie, on va dire, type taxation, enfin tarification du carbone, etc. Il y a des leviers qui sont vraiment réglementaires, d'interdiction ou de réglementation de certains usages. Et même si on sort de la question climatique, quand on regarde d'autres problèmes environnementaux, je sais pas, on a beaucoup balancé de plomb dans l'environnement, ce qui a causé pas mal de problèmes parce qu'on mettait du plomb dans l'essence. On n'a pas arrêté de mettre du plomb dans l'essence en convainquant tout le monde de choisir un autre plomb, un autre carburant à la station-service, quoi. Au bout d'un moment, on a interdit le plomb dans l'essence. Et aujourd'hui, je pense que l'interdiction totale, c'est pas si vieux, c'est peut-être 2020 et des brouettes, les derniers pays. Et en France, c'était, je sais pas, quelque chose comme 2010, je dirais, de mémoire. C'est pas si vieux que ça. Et c'est pareil, il y avait des problèmes avec le DDT, on l'a interdit. Il y avait des problèmes avec la couche d'ozone, on a interdit la production de ces substances-là. Et ça, c'est des leviers qui sont extrêmement puissants, hein. Ce type de levier, euh, ça sera plus rapide d'interdire la vente de voitures thermiques neuves que de convaincre chacun qu'il faut se passer de voiture ou passer à d'autres technologies de voiture, quoi. Et donc tout l'enjeu après, c'est de réussir collectivement à se mettre d'accord sur ces règles-là. Et tout l'enjeu pour les gens qui ont des convictions environnementales, c'est de réussir à avoir suffisamment de poids pour que ça se traduise en politique qui s'applique à tous, quoi. La difficulté, elle est là, quoi. Et, et- et après, enfin, ça n'empêche pas de vouloir faire évoluer ses comportements. Je pense que tu le fais et que je le fais aussi, dans une mesure plus ou moins grande, hein. Tout le monde ne sera peut-être pas satisfait par nos choix, mais on peut agir sur nous. Mais après, quand on veut atteindre une autre échelle, il y a que dans ce cadre collectif que ça a un sens, quoi. Je pense que c'est assez consensuel. Ouais, et donc du coup, c'est un reproche qui peut être justifié parce que les solutions qu'on trouve dans le bug humain, notamment la pleine conscience et l'éducation à l'altruisme, alors c'est à la fois des solutions individuelles et des solutions collectives parce Mm. que on pourrait dire, on peut dire aux gens qui devraient eux-mêmes se former à l'altruisme et à l'éducation, mais on pourrait aussi très bien imaginer qu'on mette en place des cours dans les écoles d'éducation à l'altruisme, etc. Donc, c'est pas une solution complètement individuelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui repartent avec ce message-là. C'est que quand ils referment le livre, ils se disent, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour Mm. changer, pour lutter contre le changement climatique. Ils ne referment pas le bouquin en disant qu'est-ce que nos politiciens pourraient faire pour aller dans ce sens-là. Et après, voilà, à plus grande échelle, je pense qu'avec notre consommation, on peut influencer celle des autres, hein. Il y a quand même des leviers culturels qui relèvent aussi de ça, de ce qui est bien vu ou non, on en parle dans la vidéo. Et puis Mm. après, il y a le vote politique, il y a de militer, il y a de construire des alternatives. Il y a Elvrik Snow qui dit la solution est donc politique, c'est mal barré. Oui et non, effectivement, les trajectoires pour l'instant, on va pas dans la bonne direction, on n'en fait pas assez, alors qu'on aurait des leviers pour aller plus loin. Mais en même temps, même si on regarde le peu qu'on a fait jusque-là, il y a quand même des politiques assez exigeantes sur l'efficacité d'un certain nombre de choses, y compris dans l'industrie. Il y a eu des politiques pour éviter, je sais pas, les rejets de protoxyde d'azote, par exemple, dans l'industrie de la chimie, ce qui a significativement baissé leurs émissions. Aujourd'hui, quand on construit des bâtiments, il faut qu'ils soient bien isolés et cette réglementation-là est quand même assez exigeante. C'est pas impossible qu'un jour on en ait à la vente d'un bien ou à la location d'un bien suivant l'isolation. On a des politiques qui interdisent de mettre des nouveaux chauffages au fioul, par exemple. Donc on a aussi ces leviers politiques-là qui se mettent en place petit à petit. Et puis après, sur les questions économiques, il y a toutes les questions de la taxe carbone, tarification du carbone, mais aussi des subventions. Si la voiture électrique ou l'isolation des bâtiments commence à se déployer à une échelle encore insuffisante, c'est parce que c'est subventionné par l'État. Donc il ne faut pas croire non plus que le politique est complètement absent. Et pour ceux qui ne le savent pas, hein, qu'on regarde les émissions territoriales, donc juste les émissions qui ont lieu sur le territoire français, ou qu'on prenne en compte les importations et ce qu'on appelle l'empreinte, dans les deux cas, on baisse. Et pour les émissions territoriales, on baisse depuis les années 70. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, y compris avec des leviers politiques assez forts là-dedans. Après, c'est vrai qu'on ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, on n'est pas sur les trajectoires qui nous permettent de tenir nos objectifs climatiques. Et c'est vrai aussi que ces derniers mois, le gouvernement a plutôt reculé, hein, sur toutes ces questions-là. Et on ne peut pas vraiment trouver que ce sont des champions, quoi. Euh, donc voilà, petite parenthèse pour ne pas trop déprimer. Euh, Est-ce que tu voulais réagir à certains commentaires que tu as eus? Après, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. J'ai pas eu. Moi, j'ai des abonnés qui sont toujours très contents. Euh, Qu'est-ce que. Ouais, si, enfin, un des commentaires que j'ai eu, c'était que
au final que j'étais pas si critique que ça de la position de Sébastien Boller et on se rejoignait sur pas mal de points. Ce qui est vrai, mais c'est pas de ma faute en fait, hein. C'est parce que en fait dans le livre de Sébastien Boller, on trouve un peu de tout. On trouve à la fois l'idée que notre cerveau nous condamne et que on est incapable de se modérer selon ses propres termes, mais on trouve aussi à la fin du livre l'idée selon laquelle tout n'est pas perdu, la culture peut nous aider à aller dans le bon sens, et c'est une idée qu'il a encore réaffirmée pendant notre entretien. Donc, en finale, oui, je pense qu'on a des positions très proches sur ce qu'il faut faire. C'est juste que la façon dont il a décrit sa position dans son livre, pour moi, c'était pas du tout la bonne, quoi. C'est une façon très ambiguë, et une nouvelle fois, je pense que les neurosciences n'ont pas grand-chose à dire dès qu'on commence à parler de politique, de comment changer les comportements. Donc j'ai eu ce commentaire-là qui est assez intéressant, enfin que je trouve pertinent. Je suis assez d'accord avec ça. Et sinon, non, les retours ont été plutôt bons dans l'ensemble, hein. Plutôt bons. Qu'est-ce que tu avais de plus, toi, dans les... Euh, Moi, j'ai eu des retours. Alors, effectivement, j'ai vu plusieurs fois cette question de. En fait, on est d'accord avec Boller, et c'est vrai que Hmm. quand on discute avec lui, on a quelques points de désaccord, mais sur l'ensemble, on est plutôt d'accord. Et en fait, on est plutôt en désaccord avec la manière dont son livre a été perçu ou couvert médiatiquement. Ouais. Mais Ou après, écrit. ouais, ouais, Moi, je suis un peu plus ouais, sévère ouais, que toi sur ce point-là, ouais, je sais. mais bon, je sais aussi que c'est pas facile d'écrire des livres. En fait, il y a un truc important qu'on a cité dans la vidéo, c'est qu'il a écrit ce livre en étant en colère. À la base, tu vois, il le dit dans le Bug humain, les premières pages du Bug humain, c'est: je suis en vacances à l'île Dieu et je m'aperçois que le niveau de l'eau monte et que tout va être détruit, et donc je suis en colère. Et comme il a dit dans l'interview, en plus dans les médias, on n'arrête pas de dire que le cerveau c'est formidable, alors qu'en fait, c'est pas du tout formidable. Et donc je pense qu'une partie de cette colère s'est transformée en une exagération qui était un peu trop importante, et du coup, ça donne un livre un peu caricatural sur certains aspects. Et. Eric Snow, je sais pas si autorises les liens vers d'autres youtubeurs, mais si, vas-y, envoie, hein. Surtout Followscopy, j'apprécie son contenu en général. On n'est pas autant en désaccord que dans l'affrontement Monsieur Phi vs Antoven. Effectivement, la discussion s'est mieux passée. Et je pense que Monsieur Boller est plus recommandable. On a Euh, un je ne sais quoi de désaccord. ouais. C'était épique, c'était épique quand même. Moi, il y a un commentaire que j'ai eu plusieurs fois qui était, que j'ai vu sous ta vidéo aussi, qui était pourquoi on n'a pas cherché à discuter avec Albert Moukébert, avec certains qui disaient, alors je sais pas si c'est vrai qu'en fait il avait déjà attaqué le discours de Boller, il avait déjà fait cette critique qu'on a faite un petit peu de debunk des neurosciences, quoi, enfin du rôle des neurosciences. Ouais, alors je ne sais pas à quoi ils font référence, il a publié un livre en septembre euh, que j'ai pas lu, qui, je pense, parle de ce sujet, notamment du déterminisme. La réponse courte, c'est qu'on a commencé à bosser sur cette vidéo et interviewer nos experts bien avant le mois de septembre, donc on pouvait pas avoir connaissance de ce livre. Euh, Après, c'est un sujet qui est attaqué par Albert, mais aussi par d'autres chercheurs, ceux que j'ai, Mathilde, Mélusine, mais aussi beaucoup d'autres, depuis des années. En fait, moi, quand j'étais encore en thèse, on en parlait déjà de ce genre d'idées, de gens qui pensent que les neurosciences vont nous aider à avancer. Donc, c'est vraiment pas un truc, il y a vraiment pas de copyright sur l'idée, c'est un truc qu'on entend depuis très longtemps. Et en fait, je me suis même rappelé que quand j'étais en master, un jour, une neuroscientifique dont je tairai le nom est venue nous donner un cours de neurosciences sur je ne sais plus quoi exactement, mais c'était vraiment des neurosciences pures et dures. C'était quand je fais telle action, j'ai cette zone-là qui s'active, etc. Et à la fin du cours, elle nous avait laissé en nous disant, pour la prochaine fois, vous réfléchirez à ce que vous avez vraiment appris dans ce cours. Au-delà du fait qu'on a telle zone qui s'active quand on a tel comportement, est-ce que je vous ai vraiment appris quelque chose d'utile? Et donc c'est vraiment un sujet, comment on dit, une espèce de marronnier, enfin un truc qui revient très souvent quand on est dans le domaine des neurosciences, qui est que ces études de neurosciences, elles sont
très intéressante pour comprendre les mécanismes, pour comprendre comment l'évolution ou la sélection naturelle, elle a organisé notre cerveau. Mais il arrive quand même à un moment où on se pose la question, qu'est-ce que j'ai appris de plus sur le comportement, au-delà du fait que ce comportement-là a été codé par telle région du cerveau. Donc voilà, tout ça pour en revenir au- à C'est, Albert. c'est- Ouais, Vas-y, pardon. non, non, c'était une digression un peu longue, mais tout ça pour dire, c'est un sujet, ce sujet-là, c'est un sujet qui traîne en neurosciences depuis très longtemps. Et Albert, je suis sûr il l'a très bien traité dans son livre, puisque je connais un peu ses autres travaux, et que beaucoup d'autres chercheurs traitent depuis des années aussi. Et pas mal de la part de la prof quand même, hein. Moi, je sais pas si j'ai déjà fait des cours en disant, bah vous voyez, finalement, je vous ai rien appris. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu ça, ouais. Et je pense, ouais, il y a toujours ce décalage là. La vidéo sort, ça parle d'un sujet que lui aussi a l'air de couvrir en ce moment en étant invité à droite à gauche. Et vu que tout le monde ne se rend pas compte du temps incroyablement long sur lequel on fait notre travail, ils ont Mm. l'impression que ça nous a été inspiré par. Ouais. Ah oui, 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 bah, si c'est ça, la réponse est très simple, hein, c'est que on a commencé à bosser sur cette vidéo, il y a plus d'un... Moi, j'ai commencé à lire les livres il y a un an, je crois, donc les premières versions du script ont été écrites en juillet. Ensuite, on a lancé les interviews en août. Donc voilà, tout ça, c'était avant, bien avant la sortie de ce nouveau livre. Et après, ouais, moi j'ai eu aussi quelques commentaires que j'ai vus sur nos deux chaînes, je pense, qui disaient que c'était quand même long pour ce qu'on apprenait dans la vidéo, ou que c'était pas pertinent sur ma chaîne, ou qu'on apprenait pas grand-chose. Et je pense, ouais, une partie de mon public s'attendait pas à ce sujet. Après, ça plaît à C'est d'autres, c'est toujours compliqué, on peut pas plaire à tout le c'est monde, les quoi. ingénieurs, ça. Non, mais je comprends que ceux qui sont là sur ta chaîne d'habitude pour les trucs purement, ouais, purement ingénieurs, quoi, le côté compréhension du système, ça les fasse chier le comportement, quoi. Bah, c'est Mais compréhension du comportement quand même, quelque part. de quoi? Bah, ce qu'on a fait, c'est comprendre les comportements. Et si tu veux faire après de l'ingénierie de comportement, quelque part, tu dois passer par là, quoi. Ouais, ouais, mais à mon avis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cliqué encore qu'il fallait faire de l'ingénierie du comportement, hein. Ils veulent faire de l'ingénierie tout court, ils veulent faire de la capture de CO2, etc., hein, si je peux faire un petit teaser pour ta prochaine vidéo. Mais l'ingénierie comportementale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cliqué, que c'était hyper important. Ouais. Et que voilà, au bout du compte, c'est les humains qui décident si... Enfin, on parle à des humains, on parle à des cerveaux humains euh, comment on dit, embarqués dans des cultures, quoi, des cerveaux humains cultivés, qui sont à la fois des produits de la biologie et de la culture, mais on parle à des cerveaux humains, et donc il faut faire des sciences comportementales. Et On c'est peut pas vraiment y échapper. et c'est assez étonnant parce que, en fait, quelles que soient les solutions qu'on imagine pour la crise environnementale ou climatique, il y aura des évolutions du comportement, quoi. Et si on pense qu'on va s'en sortir avec beaucoup de sobriété, par exemple, il faut réfléchir à comment on amène nos concitoyens à aller dans ces directions, à accepter ça. Mais même si on pense qu'on va s'en sortir avec de la technologie, la question de l'adoption de, de ces technologies se pose aussi, quoi. Et ça, dans le rapport du GIEC, c'est très clair. Ils réfléchissent, voilà, qu'est-ce qui fait que on pourrait avoir une alimentation qui est plus végétalisée. Qu'est-ce qui fonctionne pour mettre ça en place, et ils réfléchissent aussi à quels sont les freins pour l'adoption de voitures électriques. Et en fait, dans les deux cas, c'est de l'évolution de comportement. Et souvent, dans les discussions que je vois dans les milieux environnementaux, on se fait une idée de ce qu'on pourrait faire, et après, cette réflexion sur comment on met ça en place, elle n'existe pas toujours. Et même sur la chaîne, elle n'existe pas. Et c'est un reproche que tu lui fais, toi, Stéphane, que j'ai pas assez de comportement sur la chaîne. J'ai bien entendu au début de notre interview. Ouais, non, mais je m'étonne que c'était vraiment la première vidéo. Alors avec la taxe carbone, comme tu dis, mais enfin, je m'étonne. Après, c'est bien aussi parce que tu restes dans ton domaine de compétences, entre guillemets, même si tu es obligé d'aller chercher des experts à droite, à gauche, en restant dans le domaine de l'ingénierie. Mais euh, ouais, Ouais. je pense que ça peut que être positif si tu continues à étendre ces sujets-là avec moi ou avec d'autres personnes, hein, bien Mhm. sûr, il y a d'autres points de vue à faire intervenir. Est-ce que les neurosciences aident à élever un bébé demande Navislay. Tu veux proposer plein d'expériences de neurosciences pour. Enfin, de neurosciences, ça va être compliqué. Il faut que j'ai une grosse machine chez moi, quoi. Ouais, de psychologie, ce serait plus facile. Je commence par l'expérience du chamallow, là, déjà. Déjà, ce serait pas mal, mais bah, justement, en fait, c'est en même temps une blague et à la fois une bonne question.
qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent pour élever un bébé, tu vois, c'est le bébé, l'éducation que tu vas lui donner, c'est essayer de changer ses comportements, en gros. Et donc, en quoi les neurosciences, elles nous aident à élever les bébés? La réponse est quasiment rien. Exactement comme... Imaginons, peut-être ça peut aider à savoir, je sais pas, si ton bébé voit un truc ou entend un truc ou comprend un truc, tu Ouais, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que ça, tant que ton bébé ne sait pas parler, les neurosciences peuvent être un moyen de, de contourner ça, d'essayer de comprendre ce qu'il pense ou ce qu'il voit vois. sans qu'il ne verbalise. Donc c'est vrai. Mais c'est un truc du coup qui s'applique pas aux humains, puisque c'est toujours beaucoup plus facile aux humains de leur demander ce qu'ils pensent que de les foutre dans un IRM. Euh, Astérix nous dit: Perso, je suis ingénieur et j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout d'avoir le point de vue de l'auteur qui éclaire ce qu'il voulait transmettre. Ouais, je pense, finalement, il valide notre vidéo un peu, Sébastien. Euh, Prochain sujet de vidéo: pourquoi il faut absolument opposer le technosolutionnisme au socio-solutionnisme pour résoudre la crise environnementale. Alors, prochaine vidéo, il y en aura une sur la capture de carbone, quoi, l'élimination du carbone, les émissions négatives, la neutralité carbone et tout ça. Les lives, je sais pas si je les ferai régulièrement, ça c'est une question ouverte, on pourrait en discuter avec les 30 personnes qui sont là. Et puis après, ouais, des vidéos, je sais pas trop ce que j'ai dans les cartons pour vous. Il y a quelques surprises, je pense. Mais il y a un paquet de vidéos à faire, ouais, pas que sur le comportement. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Je crois que j'ai fait un peu le retour des différents commentaires que j'avais. On n'est pas très nombreux à cette heure-là en live, mais ça fait longtemps que ça n'avait pas été lancé aussi. Euh, je pense pas que je ferai toutes les semaines. Peut-être on va tenter toutes les 2 semaines, ça serait déjà pas mal. De toute façon, tu fais pas des vidéos toutes les semaines, ni Non, toutes mais les avant, deux je faisais semaines. des lives sur d'autres trucs, tu vois, Ah un oui, peu sur sur d'autres choses. l'actualité, Ouais. ou inviter des tiers. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un rendez-vous de temps en temps avec la communauté pour montrer que j'existe en dehors des vidéos. Parce que sinon, je n'existe pas pendant longtemps, quoi. Pas de pression. Non, ne vous inquiétez pas, ça va. Donc après, ouais, est-ce que vous avez des questions, des commentaires là-dessus, sur ce qu'on a discuté ici? Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder, Stéphane? Non, c'est déjà pas mal. On a fait un bon résumé. On explique comment ça s'était goupillé, les interviews, tout ça. Euh, non, moi, je suis vraiment curieux de savoir, justement, comme je disais, parmi les chercheurs en neurosciences, euh, quel est le retour? Parce que j'ai l'impression que Sébastien Boller, il a semblé suggérer à un moment que l'avis de Mathilde était un peu marginal, enfin en tout cas était dû à son environnement social particulier. Moi, j'ai l'impression au contraire que c'est un avis qui est très partagé chez les chercheurs. Donc ça, je serais assez curieux d'avoir des données là-dessus. Est-ce que chez les chercheurs en neurosciences, par exemple, la plupart pensent aussi que dès qu'il s'agit de parler de politique, les neurosciences sont plus très pertinentes. Voilà, c'est une question que je trouve intéressante. Et ensuite, l'autre point intéressant dont on a discuté tout à l'heure, et ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'études là-dessus, c'est est-ce que quand on dit que notre cerveau nous pousse à faire des trucs, ça nous conduit à nous déresponsabiliser ou ça nous conduit à nous rebeller? Je pense que c'est une question qui est super intéressante et qui serait utile non seulement pour le changement climatique, mais dans plein d'autres domaines. Ouais. Contre les addictions, contre certains comportements Mm. néfastes. Navislide dit: j'ai loupé les 35 premières minutes, pitch de 10 secondes pour me donner envie de regarder le début. Bah, au début, on a parlé de pourquoi on a traité ce sujet, comment on l'a traité, comment on a travaillé ensemble. Le début, c'était génial, mais franchement, il fallait être là, quoi. Ah, t'es un meilleur pitcher que moi. J'ai dit des trucs, Navi Slime, mais tu peux même pas imaginer. J'ai balancé sur tout le YouTube Game. Au moins. Et non, mais oui, il y a aussi un autre truc qu'on peut dire, c'est que ce genre de livre ou ce genre d'idée, ça va ressurgir tout le temps dans le futur. Ça fait déjà 20 ans que ça existe. Là, dernièrement, et en France, c'est un peu Sébastien Boller qui a pris la lumière, mais vous allez tout le temps voir sortir des bouquins comme ça qui utilisent les neurosciences entre guillemets. Alors, pour Sébastien Boller, je dis pas ça dans un sens péjoratif, mais qui utilisent les neurosciences euh, pour
je sais pas, dans une perspective politique ou pour vous, ou d'autres personnes, ça va être pour vous vendre un- je sais pas, une thérapie sur le sommeil ou n'importe quoi. Ça va tout le temps arriver qu'il y ait des gens qui vous disent les neurosciences, elles nous apprennent ça, donc il faut agir comme ça. Donc c'est un peu un avertissement. C'est pour ça qu'à la fin de la conclusion de notre première vidéo, je fais une espèce de mise en garde. Je ne sais plus comment je dis ça. Je fais une espèce de En fait, ta conclusion, ça s'applique à toutes les personnes qui utiliseraient les neurosciences pour faire passer un message, quoi. Toutes les personnes ouais, qui c'est disent ça. notre cerveau nous pousse à. Ouais, c'est ça. Méfiez-vous. Dès que vous entendez ça, en fait, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Pas forcément que ces gens soient mal intentionnés, hein. Ça peut être des gens comme Sébastien Boller qui sont très bien intentionnés. Mais méfiez-vous parce qu'il y a vraiment plein d'erreurs de raisonnement logique là derrière. Et, euh, et voilà, c'est très souvent des gens qui passent du coq à l'âne, qui passent des neurosciences aux politiques sans se rendre compte qu'il n'y a aucun lien entre les deux, ou qui parlent de neurosciences et le coup d'après, ils citent une étude qui n'est plus des neurosciences mais qui est de la psychologie. Enfin voilà, c'est un des messages que je pense que vous pouvez emporter. Ça va revenir encore dans les années qui viennent sur tous les sujets et méfiez-vous, quoi. Prenez tout ça avec des pincettes. Et, et après, c'est pas forcément avec des mauvaises intentions, hein, parce que Sébastien Non. Boller, il parle de ce qu'il connaît en fait. Et Mhm. je pense que la critique qu'on lui fait, et je pense qu'il l'a entendu aussi cette critique, enfin il la comprend, mais lui, il choisit cet angle-là parce que c'est celui qu'il connaît. Et c'est juste que pour nous, il fait des extrapolations qui sont un peu rapides, quoi. Mhm. Ok, Maxime maintenant dit, est-ce que quelque part c'est pas un peu comme Alain Sokal qui dénonçait les personnes qui étudiaient les sciences dures en général pour justifier leur opinion? Je saurais pas répondre à ça. Euh, ouais, je pense que ça va au-delà de la question science dure. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus des histoires de niveau d'explication que des histoires de sciences dures, sciences humaines, etc. C'est vraiment, il y a certaines explications qui fascinent, on en parlait tout à l'heure, qui ont l'air plus pertinentes que d'autres, mais quand on creuse un peu, euh, en fait, on se rend compte que on se demande un peu pourquoi on leur accorde autant d'intérêt. Ah, ouais, je suis pas sûr que ça se résume à un débat sciences dures, sciences sociales. Et après je pense qu'on va pas trop traîner en fait, hein, parce que là on a un peu vidé les questions qu'on avait à répondre. Est-ce que vous avez des suggestions pour le raid? Parce que je sais pas qui stream à cette heure-là. Si vous avez des suggestions, c'est bienvenu. Et je pense qu'on va pas trop tarder. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires sur lesquels on pourrait rebondir? Quand il y a moins de gens, il y a moins de questions. Ça dure moins longtemps. Ah, Navisla, il y a une question pour toi. Question sérieuse, mais méta. Ça vient d'où ce running gag de la formation d'ingénieur? Est-ce que tu es ingénieur toi-même, Navis Line? Non, mais la réponse, faut bien taper sur quelqu'un. Ouais, C'est ça la réponse courte. c'est ça la réponse. Et du coup, tu tapes sur, tu vois, comme tu te soucies des personnes fragiles, tu tapes sur les gens qui sont les plus forts finalement. Donc les ingénieurs, tu vois, eux, ils peuvent encaisser Ouais, tes vannes. On sait exactement. on sait à quel point on est bon. Je sais que vous vexerez pas, donc je peux taper sur vous. Ouais. On m'a demandé du coup, est-ce que j'étais ingénieur ou docteur? Parce que dans la vidéo, tu dis que je suis ingénieur. Comme si c'était Hmm, exclusif, tu vois. hmm. Ah, Pour moi, c'est exclusif. non, Ingénieur un jour, ingénieur toujours. non, non, faut garder le dernier diplôme. C'est celui qui compte. Non, J'aurais non, dû me rebeller. t'as été déformé à jamais. Bah, c'est surtout toi qui m'as déformé en fin de vidéo là. On en parle de ce plan où je suis une pâte à modeler? Ah oui, c'est vrai. En plus, j'ai un petit cri sexy. C'est le meilleur plan de la vidéo. Il faut absolument regarder cette vidéo jusqu'à la Ah, fin. j'hésite entre ce plan où je suis une pâte à modeler et le plan où tu me fais exploser là, qui est quand même qui a de la gueule aussi. C'est la première fois que j'ai explosé et j'ai apprécié. C'est plus classique, mais c'est pas mal aussi. Je ne savais pas que j'étais aussi solide, fait de briques. Ouais, Adji, Adji Dicia dit c'est très courant qu'en tant que chercheur on aborde un sujet selon notre expertise, mais je pense qu'on est tous conscients que ça ne couvre qu'un aspect. Donc oui, c'est rarement mal intentionné. Ouais, c'est vraiment pas ce qu'on voulait dire, hein. Je pense que moi j'aime bien Sébastien Boller. Je trouve qu'il a été cool en plus. Donc même si on garde nos désaccords,
je ne lui ferai pas un procès. Mm. Un Ouais, ouais, non, avis. mais c'est normal. Après, il l'a dit lui-même hein, qu'il utilisait les neurosciences parce que c'était son sujet d'expertise et qu'il aimait bien ça. C'était ces deux explications. Il faut juste faire gaffe quand même que ça ne fasse pas plus de mal que de bien. Tu vois, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc je pense qu'il faut quand même que les chercheurs, avant qu'ils utilisent leur domaine d'expertise à des fins politiques, il faut qu'ils s'assurent que ça ne va pas faire plus de mal que de bien, surtout sur des sujets importants comme ça, comme le changement climatique. Bon, là, en l'occurrence, comme on disait tout à l'heure, on manque de données sur les réelles conséquences de ces discours, mais voilà, même si les gens sont bien intentionnés, il faut quand même faire gaffe. Et après, un avis sur les géobiologues. Ça, c'est encore une question pour toi. Les géobiologues, Ils font quoi, eux? hmm, c'est quoi? Ils étudient les fossiles? Je sais même pas ce que c'est un géobiologue, mais ça m'a l'air assez mal barré dès le début, quoi. Dès le début, surtout le début. Ouais, surtout le début. Scolopax, l'actualité des réactions par rapport aux élections aux USA. Bah, moi j'ai pas regardé d'assez près. J'ai été assez surpris. J'avais pas trop vu venir la victoire de Trump et je pense que pour le climat c'est une mauvaise chose. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que il y a des républicains et même des industries pétrolières qui expliquent que faut pas reculer complètement, qu'il faut avoir une boussole à peu près stable et qui se battent notamment pour que soit maintenu l'Inflation Reduction Act là qui a été mis en place par Biden, qui a un gros projet d'investissement dans la transition énergétique. Donc, je ne sais pas à quel point il aura la volonté ou les mains libres pour détricoter tout ça, sachant qu'il y a des études qui ont montré que cet Inflation Reduction Act, c'est surtout de l'argent qui ont été mis sur les États républicains. Donc, en fait, il y a eu un peu une stratégie dans la mise en place de ce truc-là pour que ce soit pas si facile à démanteler s'il y avait un changement à la Maison Blanche. Mais ça reste une mauvaise nouvelle pour le climat dans un pays qui joue un gros rôle dans les émissions et qui joue un gros rôle aussi dans le leadership international, quoi. Moi, je ne fais pas du tout partie des personnes qui pensent que Trump ou Harris, ça faisait aucune différence à la Maison Blanche, quoi. Je comprends même pas comment on peut tenir ce discours d'ailleurs. Euh, Ah, Géobiologue, c'est le nouveau nom des sorciers. Voir la vidéo de G. Milgram. Ouais, j'ai vu passer cette vidéo. C'est un j'ai pas pris le temps de la regarder, mais je pense que ça vaut le coup de la regarder. Ok. C'est pas ceux qui mettent de l'homéopathie dans les dalles des éoliennes, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Une sorte de druide sorti d'une pseudo-science appelle obligatoire à leur expertise pour l'installation de parcs électriques en zone agricole. En gros, ils déplacent des gnomes et des fées invisibles pour établir un rapport à la con pour obtenir le permis de construire. Débunkage sur une vidéo de 1000 grammes. Ça a l'air pas mal. On va regarder ça. Ouais, ça a l'air bien. Ça fait peur déjà, Ouais. hein. Si c'est obligatoire Bon, de faire appel à eux, ça fait peur, hein. hmm. Bah, c'est dans la lignée de la géologie. De toute façon, ça ne m'étonne pas que. Il a mis des ministres climato-sceptiques et des antivax. Ouais, bah, et Trump, ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur. Surtout quand on se demande est-ce qu'on est si loin que de ça chez nous. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, je vais pas trop parler de politique que j'ai pas creusé. Je serai pas beaucoup plus pertinent que n'importe qui Monsieur pour parler de Rodolphe, là-dessus. dis-nous pour qui tu vas voter Bah, j'ai pas voté en pour live. Trump. Un avis sur Musk. Bah là aussi, gros dérapage, hein. Moi, je vais me calmer sur Twitter. Je pense que je vais faire partie des gens qui vont y aller de moins en moins. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur Blue Sky. Mais ouais, gros dérapage, hein. On pourrait parler de ça, de la désinformation, de l'influence des réseaux là-dessus, de l'influence de Musk personnel et puis via Twitter. Il y aurait de quoi discuter. Et plus globalement, hein, l'influence de personnes qui ont beaucoup trop de pouvoir entre les mains d'un seul individu, quoi. Est-ce que Trump a un striatum? Bah, s'il a un cerveau, il a un striatum. Est-ce que Trump a un cerveau? Non, Probablement. c'est la question. Mais c'est rigolo que tu poses la question, Scolopax, parce que justement, il y a un de nos relecteurs, je ne sais pas si tu te souviens, Rodolphe, qui avait dit avant les élections qu'il était d'accord que pour des gens comme Musk et Trump, le striatum, c'était vraiment un gros problème. C'était vraiment des exemples un peu stéréotypés où le striatum était vraiment sous contrôle de quasiment rien chez ces gens-là. Ouais, mais c'est un problème d'environnement. Ils ont beaucoup Ouais. trop de pouvoir en fait. Mm. Ouais, ouais, complètement. En fait, Donc, ça pourrait même être un argument. Enfin, je sais pas si on pourrait faire l'argument. Mais tu vois, si tu imagines qu'il y a une variabilité entre les individus au point de vue du cerveau et qu'il peut exister des individus avec des comportements néfastes, ce serait un argument pour ne jamais mettre trop de pouvoir entre les mains d'un seul individu, quoi. mm.
Ouais, ouais, complètement. Ou pour faire des tests psychiatriques avant de devenir président Ou milliardaire. Voilà, c'est ça. Ah Ouais, ouais, non, c'est. complètement. C'est. Pourquoi continuer à dire Twitter alors que le terme correct c'est X? Parce que quand on dit X, ça fait plein de phrases bizarres. Je vais arrêter X, ça fait bizarre. Et en Euh, plus, ça fait chier Elon Musk. ouais. On dit Twitter. Tout le monde n'est pas à l'aise d'être acteur X. Bah voilà, tu vois. Depuis les élections hier, j'ai l'impression que tous les comptes Twitter que je suivais se sont volatilisés sur Blue Sky. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros mouvement, c'est le plus gros depuis longtemps. Il a été un peu loin, il a été un peu loin, il a été même très très loin. Donc sur ce, je pense qu'on a pas mal discuté, je pense qu'on a couvert ce qu'on devait couvrir. Donc on va se dire tranquillement au revoir et Ouais, merci Rodolphe, merci le chat. je vais pouvoir vous envoyer chez Dave Check. Vous pourrez lui dire bonjour de notre part. Attendez, ça a déconné, faut que je recommence. Je vais y arriver. Lancer le raid. Nous ne sommes pas en mesure de lancer un raid sur DevShake pour le moment. Bah, il y aura peut-être pas de raid. C'est très bizarre. Pourquoi ça fonctionne pas? Erreur. Je vais recharger la page. Un petit mot de la fin, Stéphane, pendant que je galère. Abonnez-vous à cette petite chaîne qui monte, Le Réveilleur. C'est vraiment important de soutenir les petites chaînes Putain de merde, j'y arrive pas. et essayez de faire un petit peu moins d'ingénierie, un peu moins de géologie, et puis beaucoup de biologie de l'évolution, beaucoup de sciences cognitives. Voilà, ça c'est vraiment des disciplines d'avenir. Yes, bah j'ai... J'arrive pas à vous envoyer chez DaveCheck. Abonnez-vous à la Cité Libre qui a fait une vidéo sur la vidéo du Raptor sur le climat, qui est vraiment cool. Faudrait que j'en parle un petit peu sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je me le note pour y penser. Oui, c'est Euh, exactement ça, Grand Olive. Les ingénieurs sont aux scientifiques et aux chercheurs en particulier, ce que les commerciaux sont aux ingénieurs. Je pense que la métaphore est bonne. je vais faire Des comme gens, si j'avais pas entendu, comme ça j'ai pas à des gens répondre. qu'on a le droit de mépriser. Ah bah bravo, c'est beau ça. On commence comme ça, on finit avec 30 points. C'est mon mot de la fin. Euh, ouais, bah écoutez, je sais pas sur quelle chaîne je vous envoie. C'est chiant. Bon, je fais quoi? J'envoie sur une chaîne aux arts. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions pour le raid, s'il vous plaît? Je suis perdu. Parce que ce qu'il me propose comme ça, c'est vraiment, vraiment pas ouf. On me propose Homo Scorn Full. Il fait quoi lui? Hop. Je le tape mal. Ces chaînes qui commencent par homo, ça n'a aucune originalité. Je le trouve pas. Je le trouve pas. On va regarder Blast, Stardust. Neuroscope, du coup. Je retiens le nom pour ma chaîne. Neuroscope, est-ce que ça se retiendra? Allez, Stardust, c'est parti. Lancez le raid. Et là, ça part. Je suis vexouillé. Bah, merci à tous pour ceux qui étaient venus pour cette relance, pour cette petite relance. Et il y avait une question sur prochaine fois faire le live à 20h. Non, c'est compliqué. J'ai des trucs en soirée, ça devient plus trop gérable la soirée. Donc on va tenter ce créneau-là. Et si ça fonctionne pas, tant pis. Donc merci à vous tous et à la prochaine où il n'y aura plus Stéphane. Donc j'espère que vous avez profité de ce live. Merci. Salut! Allez, salut, salut.